Et vous avez parlé de menaces d'arrestation. Vous avez déjà été arrêté du coup? Ouais, plusieurs fois. euh, je sais pas si c'était la première fois. La première fois, c'était au Yémen. En revenant du Yémen, j'étais parti enquêter pour le monde diplomatique. J'avais réussi à prendre une poutre de Djibouti pour y aller et j'avais été cueilli au retour par les gardes-côtes, puis après par les militaires français qui sont stationnés là-bas. C'était plutôt sympa, c'était une garde à vue avec une chèvre, à Oubok, dans un village de pêcheurs qui est en face du Yémen. Bon, il n'y avait pas de méchanceté, à part le fait que le lit était infecté de puces, le matelas était infecté de puces et que la chèvre était gentille, donc il n'y avait pas de souci. Et après, il y a eu la prison au Sénégal, il y a eu garde à vue en France pour mon accusation de viol. C'était un truc mais aberrant, c'est-à-dire que bon, complot d'État, je pourrais vous détailler, mais c'est de la folie de vivre ça de l'intérieur. C'est très violent d'ailleurs. Comment on démentit une plainte pour viol? Parce qu'on peut pas prouver un négatif. C'est l'arme. C'est pour ça que c'est l'arme absolue. Parce que c'est le crime improuvable, sauf s'il y a violence, vous voyez des traces et compagnie. Mais du coup, le crime dont l'innocence est la plus difficile à être établie, si c'est parole contre parole. La chance, c'est que dans des affaires instrumentalisées comme la mienne, en général, la personne avec qui vous avez eu le rapport sexuel, en l'occurrence cette femme avec qui j'avais passé la nuit, n'est qu'un instrument. Et donc c'est pas de son propre chef. Elle n'est pas investie. Elle n'a pas été victime et elle le sait. Donc elle est un peu désengagée par rapport à son propre récit. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que donc elle dit que ça a été très doux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, c'est pas une fausse accusation dans le sens où quelqu'un chercherait à se venger de vous et inventerait une histoire qui lui tient à cœur parce qu'elle cherche à vous nuire et compagnie. Cette femme, je pense, s'en fiche un peu de moi. Et donc elle va dire oui, c'était très doux, mais quand même, il était très insistant. Bon, j'ai enlevé mon pantalon, mais bref, vous voyez. Et donc elle n'hésite pas à se contredire, elle s'en fout un peu. On sent vraiment que pour elle, c'est un truc à faire comme ça, elle le fait. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a été directement payée ou parce que elle est prise dans un engrenage dont elle peut plus sortir? Il y a 1000 explications possibles, imaginables. Vous avez pas une théorie dessus? Non, c'est là aussi le problème, c'est je suis pas l'État. Si j'étais l'État, les services de renseignement français savent. Parce qu'ils ont les moyens de mettre sur écoute la personne, très rapidement de récupérer les informations, etc. Nous, on est face à un truc où dès qu'on essaye d'avancer dans ce sens-là, au niveau judiciaire, la justice considère que ça intéresse pas c'est pas un sujet, quoi. Et donc, on est obligé de recouper par les côtés, peu à peu des informations qui sont distillées à droite à gauche, par la personne en question, on essaye, du coup, on a des faisceaux d'indices assez clairs, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire. En vous disant ça, je me vulnérabilise un peu parce que j'aurais préféré garder le mystère par rapport à mes adversaires sur le fait que j'ai su ou pas. Mais quelque part, l'accusation en soi n'est pas grave, au sens que si demain je rendais public le dossier d'instruction, il n'y a rien de gênant pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce qui est décrit qui fasse de moi un violeur. Bon, sauf que, comme il y a le secret de l'instruction qui devient un instrument de stigmatisation, on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de l'exposer. Moi, je suis poursuivi, j'ai été sanctionné par le barreau de Paris pour en avoir parlé, justement, ce qui est comme un truc délirant. C'est-à-dire, vous avez des centaines d'articles contre vous, dès que vous exprimez pour vous défendre, on vous dit, ah non, là, vous n'avez plus le droit d'être avocat. Bref, des histoires complètement... Bon, bref, la guerre au sein du système qu'on est en train de mener amène nécessairement ce genre de situation. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans les mots mêmes de la personne en question, il n'y a rien, en fait, de fondamentalement incriminant à mon égard. Sauf que, pour l'extérieur, on dit viol, on dit, vous voyez, donc, mais dans le comportement même tel qu'il est décrit, comme je vous le disais, elle dit que j'étais très doux, donc c'est un peu compliqué pour eux aussi. Vous voyez, ils sont obligés de se retrouver dans une situation où ils essaient de cacher la réalité du dossier pour continuer à pouvoir me stigmatiser. Comme ça n'a pas marché, ils ont essayé d'en rajouter 3 couches et me faire passer un moment pour une sorte de Don Juan Pellico de Mazan. Bon, c'est un peu pitoyable, mais c'est très difficile à vivre évidemment d'un point de vue personnel parce que il y a des gens qui vous ont tourné le dos suite à ça? Non, parce qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça venait quelque part couronner l'entreprise de stigmatisation qui avait commencé à partir de Crépuscule. Mais moi, j'ai publié Crépuscule en sachant très bien que ça aurait des conséquences terribles pour quiconque serait identifié comme faisant partie de mon entourage. Donc je m'étais assuré en amont de ce que je mette en difficulté personne.
Et donc, en fait, le socle que j'avais, c'était un socle dont je savais qu'il resterait. Vous voyez, et en effet, il est resté. C'est-à-dire, les amis, la famille, les amours sont des personnes qui n'ont pas du tout été, ils ont été troublés au sens, ça a été terrible pour eux, parce que, typiquement, ma mère, enfin, vous imaginez ce que c'est pour une mère d'avoir un enfant qui est accusé de viol, enfin, la honte. Pas au sens par rapport à son fils, c'est-à-dire de pas le croire ou quoi, mais par rapport au regard que les autres peuvent porter sur vous et compagnie. Mais elle avait déjà connu la même chose avec Crépuscule. C'est-à-dire qu'en gros, une grande partie de ses amis s'étaient déjà détachés d'elle. Et c'est là où ça a été le plus violent. Pas pour moi, mais le plus... c'est-à-dire que c'est des décisions qui sont les miennes et que des gens de mon entourage ont eu à subir en termes de conséquences. Et ça, c'est très dur à assumer d'un point de vue humain, parce que vous infligez des choses à des gens que vous aimez qui n'ont pas à vivre. Enfin, vous voyez, parce que quelles sont les conséquences de vos engagements et pas des leurs. Enfin, eux n'ont pas nécessairement à être embarqués là-dedans. Et quand c'est votre famille, les pauvres n'ont pas le choix. Vous voyez, et donc, c'est gratifiant pour eux quand il y a enfin une valorisation. Par exemple, quand Crépuscule est sorti, qu'il y a eu 170 000 ventes et 1 million de personnes qui l'ont téléchargé, que pour beaucoup de Français, je suis devenu quelqu'un qui leur avait apporté quelque chose. Et ma mère, à chaque fois qu'elle croisait quelqu'un, en général plutôt des classes populaires ou moyennes, n'importe quel chauffeur de taxi, compagnie, très souvent, il y avait une forme de reconnaissance très importante à son égard comme étant ma mère, ou à nouveau, quand je suis intervenu au Sénégal et que j'ai aidé un peuple à se libérer du dictateur en puissance qui était en train de massacrer sa population à balles réelles, il n'y a pas un Sénégalais qu'elle ne croise pas en disant je suis la mère de Juan Branco, et tout de suite c'est incroyable. Vous voyez. Donc, mais par contre, au sein du milieu social que j'ai attaqué, qui était le mien, là c'est extraordinairement violent. Ouais, ça a été très très dur. Et moi j'y étais prêt, ceux autour de moi un peu moins. Voilà, donc c'est un peu. Mais c'est ce qui fait aussi que jamais j'utiliserai des armes similaires contre mes adversaires. Vous voyez, c'est pas. La personne que je hais le plus, je lui ferai pas quelque chose comme ça. Je sais trop bien à quel point c'est en dehors de toute limite, quoi. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de. Et le pouvoir français. Et à un moment donné, en parlant de Poutine à l'époque, je disais, écoutez, je préfère être je pense préférer, je suis pas sûr, mais en tout cas, la question se pose dans un régime qui réprime ouvertement son opposition et qui a quelque part le courage de l'assumer et dire voilà, lui il va aller en prison parce qu'on considère que c'est un opposant politique, et que cette forme qu'ont les démocraties libérales d'en passer par l'indirect qui vous rend prisonnier, parce que imaginez-vous, dès le moment que vous rentrez dans une dynamique comme celle-ci, vous pouvez plus en sortir, parce qu'en fait toute possibilité d'existence en dehors de cette lutte vous est retirée. Et la contextualisation qui intervient parce que vous êtes engagé politiquement et compagnie disparaît. Si vous pouvez pas redevenir quelqu'un de lambda. Ce qui m'a beaucoup coûté, par exemple, c'est de plus pouvoir enseigner à l'université. C'est extraordinairement violent. Ça semble anodin, mais il y a de dire, et au début de me dire, mais je vais pas croiser une personne évidemment qui va pas avoir un doute, ou je vais pas pouvoir rentrer dans un rapport affectif sans qu'à un moment donné la question soit posée par la personne avec qui je vais interagir de est-ce qu'à un moment donné je vais devenir violent ou je sais pas quoi. Parce qu'elles ne savent pas de quoi je suis accusé, justement, parce qu'elles ont juste l'intitulé qui apparaît et qui donne à croire qu'il y aurait une sorte de monstruosité qui pourrait quelque part jaillir. Et c'est là où j'ai découvert quand même au fil des années qu'il y a quand même quelque chose de très précieux qui est le bon sens et l'intuition. C'est-à-dire qu'en fait les gens vous regardent et vous observent avant de s'appuyer sur un savoir prédéterminé. Et en fait très rapidement se font un avis qui est peut-être pas rationnel au premier abord, mais qui repose sur aussi l'interaction et pas sur qui est dit, écrit, y compris par des instances très sérieuses. Et après, évidemment, peu à peu, tout simplement, l'expérience qui fait qu'on se rend compte que y a une instrumentalisation, qu'il y a des excès, qu'il y a des abus, et qu'il faut être précautionneux à l'égard de tout cela.